Salam, je suis Bafan. Mais je précise que je suis très bien intégré en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que ce pays m'a donné la chance d'avoir une magnifique épouse qui vient de Mossou, chez les Abourés. Donc je suis bien intégré et c'est pour ça que je vais vous dire Akwaba et je vais vous dire y danser. Alors, nous avons l'honneur aujourd'hui d'être responsable Côte d'Ivoire et Afrique du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et nous avons également l'honneur de recevoir une délégation venue du Cameroun, les cadres qui fait partie. On fait le déplacement et le président national du PCRN nous a accordé le bonheur d'être le premier pays hors du Cameroun où il présente son livre. Pour ce, je tenais à présenter l'équipe Choc qui accompagne notre président. Je commencerai par M. Fritz Messé. Fritz, s'il te plaît, qu'on puisse le connaître. Il est connu sous le nom de Poutine de Lyon. J'imagine que ceux qui sont fanatiques des réseaux sociaux doivent bien le connaître. C'est Poutine de Lyon. Notre président est également accompagné de son vice-président, M. Axel Ebé. Vous levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Et à la suite, nous avons l'unique et directeur de cabinet, M. Abdourahmane Mokhtar. Merci de les mentionner parce que je sais quel est son parcours. Alors, tout ce groupe de cadres accompagne aujourd'hui le monsieur qui m'a donné envie de me lancer dans la politique. Celui qui m'a rappelé qu'un jour que l'avenir de mon pays dépendait aussi de moi. Celui qui m'a donné envie de faire ma part pour que mon pays rayonne. J'ai nommé l'honorable le président Cabral Tibi Ngege, ici présent. Je vous prie de m'accueillir. Monsieur le Président Akwaba, à votre équipe et à vous, je dis encore y danser. Soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire, terre d'accueil, un pays à l'hospitalité qui ne se décrit plus. Sentez-vous chez vous, sentez-vous chez vous à Abidjan. Alors, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est ce chef-d'œuvre que vous avez écrit. Je n'ai pas totalement lu, je dois l'avouer. Je viens à peine de prendre le livre. Oui, honnêtement, je n'ai pas tout lu, donc je ne peux pas exposer comme lui. Mais ce livre me touche particulièrement. Vous avez vu dans mon propos, dans mon introduction, j'ai dit plusieurs fois Akwaba, y danser, parce que je me sens profondément intégré en Côte d'Ivoire. Je me sens ivoirien. Quand je sors de la Côte d'Ivoire, on m'appelle ivoirien et je me reconnais. Mais j'ai été touché par un point, c'est que il y a eu une dédicace à Douala récemment, et honnêtement, j'aurais été à Douala, à cette position, je n'aurais pas pu dire bienvenue à mon président en Douala, malheureusement. Je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, j'ai vécu plus de 20 ans à Douala, mais je ne sais pas dire bienvenue en Douala. Et ça, c'est un point qui m'a profondément marqué. Et je pense que ce livre nous enseigne que nous devons nous intégrer partout où nous allons. Ce n'est pas à moi de décrire le livre, le président saura mieux que moi dire de quoi il s'agit. Mais je vais juste vous dire que ce livre nous parle à tous. Il nous propose une réflexion sur la rédaction d'un contrat social qui reposera sur nous-mêmes et sur nos échanges lointains dont nous sommes étrangers. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Mais il y a une question que je tiens à ce que nous posions.
avant de commencer, qu'est-ce qui fait de nous des frères? Comment sentons-nous quand on se retrouve en Allemagne avec un Ivoirien, avec un Tchadien, qu'on est des frères? Monsieur le Président, je sais que vous saurez nous, vous éclairer. Merci encore, merci à chacun d'entre vous. Amitié. Et bonne, j'espère que vous allez savourer ce moment de partage avec notre président. Merci beaucoup. Nous disons merci au représentant Afrique du PCN, Alain Claude, qui vous a chaleureusement accueilli. Après son passage, nous allons appeler sur le pupitre le vice-président Axel Ebé, qui va faire un bref résumé du livre Le fédéralisme communautaire. Un livre qui fait beaucoup de bruit. On espère qu'en sortant d'ici, il y aura moins de bruit et plus de compréhension. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'il m'a été fait l'honneur de faire un petit résumé de ce livre. Bon, je préfère vous dire d'emblée, je ne vous ferai pas le résumé, parce que je ne pense pas avoir le talent pour le faire. Et puis, je considère que de toute façon, vous avez la chance d'avoir l'auteur ici présent, qui lui-même pourra vous faire l'économie de ce qu'il a écrit. Vous m'entendez bien? D'accord. Donc, je vais juste essayer de répondre à une question basique avec mes mots. Donc, je vous prierai de rester, enfin, de ne pas m'accorder, du moins de m'accorder la même grâce que vous accordez généralement à l'honorable Gabriel B quand il prend la parole, parce que je n'ai pas son talent. Donc, je vais essayer d'expliquer modestement. Alors, c'est quoi le fédéralisme communautaire? Le fédéralisme communautaire, en fait, c'est l'observation, le constat qui a été fait par l'honorable Cabral Libby et ses équipes, dont j'ai la chance de faire partie, d'une évidence, en fait, qui est en vigueur au sein des différents peuples qui constituent son pays, en particulier, et l'Afrique en général. Mais, comme je vous disais, je ne vais pas entrer dans le fond du concept. Je vais vraiment me contenter de parler uniquement de la forme. En fait, ça va, vous m'entendez? Donc, en fait, comme je vous disais, j'ai eu l'honneur de participer à l'ensemble, enfin, une grande partie des séances de travail et de réflexion sur la question. Et je tiens quand même à préciser une chose. Nous n'avons pas la prétention, ou du moins l'honorable Cabral Libby n'a pas la prétention, de venir avec la panacée ou le remède miracle aux maux du continent. Le fédéralisme communautaire, en fait, c'est juste le fédéralisme communautaire, en fait, c'est juste une invitation à un débat, à un vrai débat africain, un débat pluriel. En fait, une réflexion sur qui nous sommes et quel est le modèle de société qui nous sied le mieux. Donc, pourquoi pluriel? En fait, pluriel parce que lorsque vous allez entamer la lecture de ce livre, vous allez découvrir que dans le pays de l'honorable Gabriel Libby au Cameroun, il y a diverses cultures, diverses religions, diverses traditions. Et donc, l'honorable nous invite en fait à réfléchir sur comment conjuguer notre pays, comment conjuguer notre vivre ensemble. Pluriel également parce que lorsqu'on parle de fédéralisme, c'est bien qu'il faut fédérer les diversités, fédérer ce qui est différent, ce qui a des spécificités. En fait, l'auteur essaie de répondre à plusieurs équations. Je me suis intéressé à une seule équation, c'est comment unir ce qui est différent, comment unir dans la diversité. La solution proposée par l'auteur dans ce livre, en fait, déjà, c'est de sortir de la captivité occidentalo-linguistique qu'il y a dans son pays. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis camerounais,
et j'aurais peut-être dû commencer par là, originaire de Yaoundé, donc on me considère comme francophone. J'ai des amis qui, eux, sont originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest, que eux, on considère comme anglophones. Du coup, qu'est-ce qui nous réunit? Ce qui nous réunit, en fait, c'est un État. Ce que l'auteur qualifie dans le livre d'État aérien, d'État hors sol, qui n'est rattaché à rien du tout, qui est arrivé avec la colonisation et qui a été découpé, pour reprendre les mots d'Alain Bouedjo, dans des débats qui nous paraissent assez lointains aujourd'hui. En tout cas, qui n'étaient pas des débats africains. Ce livre nous propose donc de sortir de cette colonisation mentale pour aller vers nous-mêmes. Et je vais me permettre de raconter une petite anecdote. Hein. Bon, en fait, je suis un peu comme vous. Pour la plupart des gens qui sont ici, je sais qu'il y a des Ivoiriens dans la salle, mais pour la plupart des Camerounais qui sont ici, j'ai vécu toute ma vie dans la diaspora. Et lorsque j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu trop petit pour comprendre certaines choses. Mais une fois que je suis arrivé à Paris pour mes études, bah, il y a une réalité qui m'a un peu sauté au visage. Je me suis rapproché d'un ami, Arthur, qui est camerounais, comme moi. Donc logiquement, on s'est dit qu'on partage la même culture, donc forcément on a commencé à traîner ensemble. Mais à chaque fois qu'on rencontrait des non-camerounais, qui nous demandaient notre origine, il fallait qu'on se présente et qu'on dise qu'on est camerounais. Il y a la même question qui revenait souvent et peut-être qui revient, que certains d'entre vous ont reçu, c'est est-ce que vous parlez camerounais? Bah, déjà, il n'y a pas de réponse ensemble, parce qu'on parlait français. Et on parlait français en France. On a même l'habitude de trouver cette réponse stupide, tellement c'était ancré en moi que je suis francophone, donc je dois parler français. Ça n'avait pas de sens quand on me disait « parlez-vous camerounais ?» Et pire, je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas mon camarade. Alors que nous sommes issus du même grand groupe. Et vous, ceux qui connaissent le Cameroun, moi je suis Ondo, donc nous sommes issus du même grand groupe Petit. C'était extrêmement grave. Je me rends compte que je ne connais pas mon camarade. Alors qu'on se disait frère, une fois qu'on se retrouvait à l'université. Donc c'est pour ça que je trouve ce livre assez intéressant, même très intéressant. Parce que justement c'est une invitation, comme je disais, à sortir de la colonisation mentale pour aller vers l'affirmation de soi. Et lorsque on essaie de s'intéresser en fait à ce qu'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment est-ce que je m'affirme, c'est quoi mon moi, bah, il faut rentrer dans la philosophie freudienne qui désigne en fait le moi comme la personnalité dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce qui nous définit. En somme, notre identité. Donc, je vous disais tantôt que l'auteur définit nos états actuels comme des états hors sol, des états aériens, qui ne tiennent pas compte de nos spécificités. Ce qu'il propose, en fait, c'est de penser un état qui soit rattaché à notre identité. Un état qui ne soit plus dessouché, mais qui soit ramené à nos racines. Parce que, en s'affirmant, on gagnerait en assurance. Et si vous prenez l'exemple des grands pays occidentaux dans le monde, vous découvrirez qu'en fait, l'assurance, c'est un moteur de développement extraordinaire. Je ne vais pas mobiliser plus longtemps la parole. Je pense que, de toute façon, vous aurez plus de détails de la part de l'honorable. Ton temps assez. On aille vite. Excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai dit, je ne mobilise pas la parole. Voilà. Libérons la parole, l'honorable aura le temps de nous expliquer plus en profondeur le contenu du livre. Merci. Nous allons applaudir le vice-président du PCA, tout en espérant qu'il n'ait pas embrouillé vos esprits. On va laisser l'honorable parler de son idéologie. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour nos invités qui ne sont pas forcément camerounais, et pour des Camerounais aussi qui ne connaissent pas réellement
l'honorable Cabral Ibi, je vais vous faire le plaisir de vous le présenter en quelques mots. Parce que beaucoup entendent Cabral Ibi, les cabris et tout. Mais est-ce qu'ils connaissent véritablement l'honorable? Est-ce qu'ils connaissent son parcours? Est-ce qu'ils savent comment il a fait? Beaucoup l'ont découvert avec le mouvement 11 millions. Mais Cabral Ibi a un parcours. Alors, on va dire que de son vrai nom, Cabral Ibi Gay, excusez, moi je suis Tumbamo. De son vrai nom est né le 29 mars 1980. La génération de beaucoup parmi nous, d'une mère couturière et d'un père enseignant. Il est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Cabral Ibi est titulaire d'un diplôme d'études approfondies d'EA en droit public international et aujourd'hui il est doctorant à la faculté de droit. Il fait ses premiers pas en politique dans une association dénommée Forum National des Jeunes. Pour ceux qui ont entendu parler, ça c'était son époque estudiantine. Alors pendant cette époque chaude, il s'est fait connaître par ses actions. On va taire ici, mais c'était un leader déjà à l'université. Pendant l'année électorale 2004, je ne sais pas si je savais déjà que je vais voter, mais lui en 2004, avec son association, ils ont fait 2 appels à l'État du Cameroun. Le premier signé de 1000 étudiants et le second de 5000, qui relevait les nombreux problèmes des étudiants dus à l'échec de l'ordre gouvernant. Bon, on va dire, l'époque académique ou bien la sphère, on allait le considérer comme un petit rebelle qui va venir dire ce que les étudiants n'ont pas et tout. Mais il a osé, il n'a pas attendu, ils avaient leur vécu. Il a décidé de dénoncer. C'était déjà quelqu'un qui aimait dénoncer ce qu'il n'avait pas. En 2017, il lance, parce qu'on le connaissait déjà sur les plateaux télé au Cameroun. Moi, je l'ai découvert à la télé. Il a été directeur adjoint de la chaîne Campus, Radio Campus. Mon école de journalisme était à côté, donc je l'entendais. Mais c'est vraiment sur les plateaux télé que beaucoup l'ont découvert. En 2017, il lance dans l'opération 11 millions d'inscrits, afin d'inciter les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous imaginez bien que quand il a lancé ce mouvement, les gens se disaient « Ah, c'est du n'importe quoi », mais parce qu'il avait décelé un problème, c'est que les Camerounais ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. Quand la période électorale arrivait, on laissait ceux qui étaient déjà inscrits. Nos parents, on s'enfermait dans les pubs, les bars, les maisons, et puis chacun faisait la fête, et ceux qui devaient aller voter, allaient voter. Il a décelé ce problème et il a décidé d'en faire un combat. Les gens ont négligé ce combat, mais grâce à lui, beaucoup de Camerounais sont allés s'inscrire. Ce qui fait qu'à l'élection présidentielle de 2018, beaucoup qui n'avaient, c'était la première fois pour beaucoup de Camerounais d'aller voter. De jeunes, je vais dire. Parce que nos parents, nos grands-parents, eux, ils étaient déjà inscrits. Donc, il a incité les jeunes majeurs qui devaient voter et qui pouvaient voter à aller s'inscrire pour faire valoir leur droit de vote. En 2018, je me rappelle, il était à Abidjan. Il a été investi comme candidat par un parti, le parti Univers, c'est un parti au Cameroun, qui était conduit par le professeur Kou Vondo. C'est ça. Le professeur Kou Vondo, Cabral a décidé de se lancer et, comme partout ailleurs, on a estimé qu'il était trop jeune, on a estimé qu'il n'avait pas d'expérience, on a estimé qu'il n'avait pas fait ses classes, il n'a pas suivi le parcours conventionnel des politiques, mais il a cru en son projet, il a été candidat, il est sorti 3e de l'élection présidentielle, il n'a pas été élu président, mais il a été 3e à l'élection présidentielle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que beaucoup, après les élections, laissent tomber, ils repartent, on les oublie. Ils attendent l'élection prochaine.
Et puis on entend encore parler d'eux. Il n'a pas laissé tomber. Il est parti demander le vote des locaux. Il s'est présenté pour les élections législatives. Et Cabral Libby, qui n'avait aucune expérience politique pour certains, a été plébiscité et est devenu député de la nation. Alors aujourd'hui, Cabral Libby nous propose une nouvelle offre idéologique politique parce que pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'au Cameroun on a 39 ans de pouvoir, avec une idéologie, le libéralisme communautaire. Je ne sais pas si certains savent ce que ça signifie. D'aucuns sont nés, ils ont trouvé. Peut-être ça a aidé beaucoup, mais c'est ce qu'ils connaissent. Alors, c'est le seul politique, toujours, celui où on disait il n'a pas d'expérience, qui a quand même décidé d'offrir une nouvelle idéologie pour le Cameroun. Et lui, c'est l'honorable Cabral Libby. Le fédéralisme communautaire, on en parle tout de suite. Bonsoir. Avant qu'on ne rentre dans le sujet, voilà. Le micro du président. Alain Claude l'a révélé tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi Abidjan après Douala? Déjà, bonsoir. Alors, vous préférez que je sois assis? Donc, j'aime regarder les gens dans les yeux. Je préfère te tenir là-bas de toi. Tu vas rester. Ok, bonsoir. Je réponds donc à la question. Pourquoi avoir choisi Abidjan? C'est très simple. Lorsque l'ouvrage a été publié, un de mes camarades, il est là, c'est le responsable de la diaspora, il m'a dit, l'un des reproches qu'on a souvent fait, c'est que chaque fois que tu quittes le Cameroun, c'est pour aller en Occident. Sauf que l'ouvrage que tu écris s'adresse prioritairement à l'Afrique. Donc, avant d'aller en Occident, il faut commencer par l'Afrique. Et le pays que j'ai le plus fréquenté en Afrique, pour de multiples raisons, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, ok. J'ai dit, appelez mon frère Alain Guédio et dites-lui qu'on commence par chez lui. Et c'est pour ça que nous sommes. Aussi simple que ça. Merci, Président. C'est important parce que après Douala, on se sera attendu à Yaoundé, mais vous avez fait le choix d'Abidjan et nous sommes contents. Maintenant, vous avez en face de vous des Camerounais, des Ivoiriens qui veulent comprendre ce que c'est que le fédéralisme communautaire. C'est quoi le fédéralisme communautaire selon Cabral Libby? Merci beaucoup. J'aurais pu dire merci, ou je vais le dire, en langue locale, parce que vous m'avez accueilli par un Aquaba. Et je me suis renseigné aussi. Il y a merci aussi en langue locale. On peut dire mo, c'est en abouri. On peut aussi dire anichi, chez les Dioulages. D'ailleurs, toi-même, tu es Bafan. Donc, on peut dire Ngepeyo. Ngepeyo, c'est ça. Je dis merci à toi. Ou alors Ngepeyi. Merci à vous. C'est l'un des objectifs de cet ouvrage, de complexer l'identité. Aussi banal que cela soit. Parce que justement, d'ailleurs, M. Ebé l'a rappelé ici. Nous sommes fiers de nous présenter toujours ou de parler les langues des autres. Et dès qu'il s'agit des nôtres, c'est comme si c'était un problème. Et on ne sait pas pourquoi. Le fédéralisme communautaire, c'est une offre
de société, comme on dit, un projet de société, qui est né à la faveur de ce qu'on a appelé au Cameroun le grand dialogue national. Pour ceux qui nous suivent un peu, c'était la première fois que les gens entendaient parler, non plus du libéralisme communautaire, qui est le titre de l'ouvrage qui a été publié en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre par le président actuel du Cameroun, mais plutôt le fédéralisme communautaire. Nous avons travaillé en équipe à l'époque pour concevoir ce document parce qu'à la faveur du grand dialogue national, le Premier ministre avait demandé à un certain nombre de partis politiques, notamment se représenter. Mais à l'époque, on n'était même pas représenté à l'Assemblée nationale. On est en 2019. Il y avait un certain nombre de partis politiques. Peut-être comme nous, on sortait de l'élection présidentielle, c'est pour ça qu'on avait été associés. Et à l'époque, j'ai fait asseoir mes équipes. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va proposer pour sortir de la crise anglophone? Alors, il y avait eu, dans nos travaux, beaucoup de propositions sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux, les aspects reconstruction, réparation, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi eu des propositions sur les aspects politiques. Et c'est là que pour la première fois, le fédéralisme communautaire est né. Et c'est cette idée qui est aujourd'hui dans cette ouvrage. L'objectif pour nous, c'était quoi? De sortir de la captivité de l'ailleurs. Ce que nous appelons dans le livre la captivité de l'ailleurs linguistique. Nous trouvions bizarre qu'entre nous, Camerounais, nous soyons en guerre parce que certains d'entre nous se revendiquent d'une culture importée. Parce que quand on dit anglophone, ça veut dire les locuteurs de l'anglais. Et c'est bizarre parce qu'on n'est même pas dans une guerre anglophone contre francophone. Non. Ce n'est pas de cette guerre qu'il s'agit au Cameroun. On a ceux qui sont les locuteurs de l'anglais, mais qui rejettent l'État. Parce qu'ils estiment que cet État ne leur ressemble pas. Cet État ne capte pas leurs aspirations. Et il y a un mot ironique que ceux qui sont les combattants emploient, ils disent la République. Ils disent la République. En fait, l'idée derrière, c'est que c'est une affaire de francophones. Il y a un souci au fond. C'est une affaire de francophones. Mais on ne peut pas les condamner ou les blâmer tout de go. Parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient. Le redire ne sert à rien parce que je sais que vous le savez. Mais redisons quand même. Le Cameroun est sous domination allemande pendant un peu plus de 30 ans. De 1884, ou plus même d'ailleurs, de 1884 jusqu'en 1916, date à laquelle l'Allemagne perd la première guerre mondiale. Et le Cameroun devient donc un butin de guerre entre les mains de ceux qui ont battu l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'ils font du butin qu'ils ont? Ils se le partagent, comme ça se fait toujours après la guerre. Ils étaient deux à se partager, l'État français et l'État anglais. Comme les Anglais avaient un gros morceau à côté, le Nigeria, ils ont dit aux Français, vraiment, il faut prendre. Nous, on veut seulement là, il y a une petite partie là qui est proche du Nigeria. Le reste, il faut prendre. Et cela a été concrétisé en 1922. Nous vivrons donc séparés de 1922 à 1960. Nous arrivons donc en 1960, c'est l'indépendance.
En fait, et nous le rappelons dans le livre, l'indépendance n'est pas arrivée en 1960. L'indépendance a été proclamée pour tous les pays colonisés ou toutes les nations colonisées par une résolution des Nations Unies d'octobre 1959. Maintenant, chaque pays proclamait son indépendance le jour qu'il avait choisi. Le nôtre a choisi le 1er janvier. Mais lorsque on va proclamer l'indépendance le 1er janvier, est-ce que ça concerne tout le Cameroun? Non. Il y a une partie qui va proclamer son indépendance le 1er janvier, c'est la partie qui était sous domination française. Parce que 4 ans plus tôt, et nous l'avons appris à l'école, il y a une loi votée en France qu'on appelait la loi Gaston Defferre, par laquelle la France accordait à ses colonies ou ses territoires sous domination une certaine autonomie. En fait, ça préfigurait l'indépendance parce que voyant l'évolution des débats aux Nations Unies, ils avaient senti que la route, ou plutôt la dynamique vers l'indépendance était devenue irréversible. Ils ont anticipé et c'était une intelligence politique. Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que c'était très intelligent. Ils ont voté la loi Gaston Defferre, ils ont préparé l'indépendance. Mais il se posait un problème. On avait un bout de territoire qui, lui, ne proclamait pas l'indépendance parce que lui-même, depuis 1954, avait acquis le statut de territoire quasi fédéré, rattaché au Nigeria. Il fallait donc solder la situation de cette partie du territoire. Et ce que les Nations Unies décident donc de faire, c'est d'organiser ce qu'on va appeler le plébiscite du 11 février 1961. Alors, avant d'arriver à ce plébiscite, c'est important puisqu'on parle de la crise anglophone. Tout ça est dans le livre, mais c'est une partie que j'aime toujours partager. Dans la partie anglophone, il y a au départ 2 camps. Il y a un camp qui veut se rattacher au Nigeria et un camp qui veut se rattacher au Cameroun oriental. Le camp du Nigeria, du rattachement au Nigeria, vous pouvez, il y a certains noms. Et puis un Kalele, Niruzubile, et ainsi de suite. Et le camp du rattachement au Cameroun, Emmanuel, Docteur Lifafa, Emmanuel Ndele, et ainsi de suite. Puis le camp qui était favorable au rattachement au Nigeria se divise en cours de route. Il y a un camp qui décide que ni le Cameroun, ni le Nigeria, nous on devient même indépendants. Ce qui fait que dans la partie anglophone, il y a 3 camps. Et comme il y a 3 camps, les Nations Unies se disent, ok, comment on va arbitrer cette affaire? Demandons au peuple ce qu'il veut. C'est comme ça que le plébiscite. Elle doit hocher de la tête, elle a baigné dedans. Son père, le professeur Abois, a écrit un ouvrage dessus. Un grand historien. Quand on va le 11 février, il va se produire quelque chose. La partie anglophone avait ce qu'on appelait le Southern Cameroun, avait elle-même 2 parties. Une partie septentrionale et une partie méridionale. On organise le référendum sur le Southern Cameroun. Sauf qu'au moment de publier les résultats, on divise les résultats. Quand on faisait le cumul des suffrages sur tout le Southern Cameroun, le total du suffrage donnait le rattachement au Cameroun oriental. Mais quand on divisait le suffrage, on distinguait la partie septentrionale de la partie méridionale, on se rendait compte que la partie septentrionale avait voté pour le rattachement au Nigeria, alors que la partie septentrionale, la partie méridionale, avait voté pour le rattachement au Cameroun oriental. Les Nations Unies, bonsoir à vous, homme de Dieu, et à votre délégation. Les Nations Unies vont publier des résultats bizarres. Ils vont décider que ceux d'en haut qui ont voté pour le rattachement au Nigeria vont au Nigeria. Ceux d'en bas qui ont voté pour le rattachement au Cameroun restent au Cameroun. Le président Ahidjo a eu du mal à avaler cette douleur. C'est pour cela que le 11 février a été au Cameroun pendant des années, jour de deuil national. C'est plus tard qu'on va laver le 11 février
Et on va transformer ça au début des années 80 en fête de la... Ça, c'est un détail que c'est... Parfois, les jeunes qui défilent tous les jours ne savent pas que cette date, pendant longtemps, a été, pendant au moins 8 ans ou 7 ans. Jour de deuil national, et chaque 11 février, le drapeau était en berne. Tout le monde était triste. Parce que le président Aïdjo disait à l'époque que le Cameroun avait été amputé, et je crois à raison, et inexplicablement, d'une partie du territoire. Et c'est comme ça que l'affaire s'est passée. Alors, maintenant qu'une partie est donc rattachée au Cameroun oriental, la question qui se pose, c'est on fait comment? Le président Aïdjo va donc convoquer à Fumban ce que l'histoire appelle la conférence de Fumban, qui va se tenir en juillet 1961. Conférence pour dire, ok, comme on est resté longtemps séparés, et maintenant qu'on se retrouve, on vit comment désormais? Et c'est comme ça que la décision d'entrer au fédéralisme va être prise au bout de 3 jours de discussion. Maintenant, autour de ces assises, il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'aucuns disent que c'était une entourloupe, que le président Aïdjo avait saoulé tout le monde, les avait distraits. Donc quand il signait, même ils ne savaient pas ce qu'il signait. C'est une affaire compliquée. Bref, c'est l'histoire. On n'a pas la capacité de la réécrire. Sauf qu'on est entré dans le fédéralisme et ça a duré 11 ans. De 61 à 72. Et en 72, le président Aïdjo décide d'organiser un référendum et nous passons donc à l'état unitaire. C'est là que commence le problème. Parce que je crois, et nous le disons dans l'ouvrage, que le président Aïdjo n'avait pas suffisamment mesuré l'épaisseur des stigmates que la séparation avait laissé. Parce que si vous comptez de 1922, date de concrétisation de la séparation, à 72, ça fait près de 40 ans. Et 40 ans, c'est suffisant pour 39, je crois. 50. Ben voilà, comptez bien. Alors, c'est 2 générations. C'est 2 générations. Ça veut dire qu'on est resté tellement longtemps séparés qu'une fois qu'on s'était remis ensemble, le vivre ensemble aurait dû être quelque chose de beaucoup mieux préparé, de beaucoup plus concerté. Évidemment, on peut dire ça aujourd'hui parce que nous, on n'était pas là. Mais c'est la vérité historique. Parce que la greffe de 72, ça n'a pas pris. On a traîné, on a négligé, comme souvent. Ah, ils sont 2 régions, on va les gérer. On a appliqué des méthodes que nous savons faire. Quand il y a une tête qui sort, on nomme. Il y a une tête qui émerge, on lui donne à manger. Bref, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a géré, sauf que le mal était là. Il couvait, il grandissait. Et il a été fertilisé par la malgouvernance. D'année en année, doucement, jusqu'à l'escalade que nous connaissons tous en 2016, qui, souvenez-vous, avait même été négligé. Tout le monde disait, ah, ça ne va pas mettre long. Mais on en est là aujourd'hui. Je crois que jusqu'à hier encore, on a vu des décimations d'élèves et Kondo. Nous disons donc dans le livre, première chose, systématisons le français et l'anglais. Faisons-en 2 langues officielles. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on décide que dès l'an prochain, ça a même un peu commencé. Quand les enfants vont à l'école, ils apprennent concomitamment le français et l'anglais. L'objectif étant que 20 ans, 25 ans plus tard, vous avez une génération complètement bilingue qui, lorsqu'elle va à l'école, peut faire l'histoire en anglais, la géo en français, les maths en anglais, la chimie en français, ne distingue plus les 2. Première solution. Mais une fois qu'on a appliqué ça, on gomme ce qui porte les germes de la division. Et qu'est-ce qui porte les germes de la division? C'est la région. Parce qu'on en a 8 qui sont francophones et 2 qui sont anglophones. Mais à bien y regarder,
Le tracé des régions au Cameroun obéit à quoi? J'inverse la question. Quand vous regardez le tracé des arrondissements au Cameroun et des communes, c'est ethnique. Regardez bien. La preuve, certaines villes portent carrément le nom de l'ethnie. Voilà. C'est la première. Parce que chaque jour on dit Douala, 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 mais en fait, chaque fois que vous dites je vais à Douala, vous auriez pu dire je vais à Bassa, je vais à Iwondo, je vais à Ito. Tout simplement. Il suffisait que la ville de Vodou aussi s'appelle Ito. Bafia. Chaque fois que vous dites je vais à Bafia, je vais à Bafan, tiens, chez toi. C'est comme si tu dis je vais à Yambassa, je vais à Mandara. Les Mandara, c'est un peuple du Mayo Sava, comme les Gouldeni, les Kanouri, les Mouya, les Mada, les Mata. Bon, c'est comme si tu dis je m'en vais à Mouya. Est-ce qu'il y a eu la guerre pour ça? C'est même déjà la preuve de ce que l'ethnie n'est pas en soi même un problème. Puisqu'on tolère que des villes portent le nom des ethnies. Intéressons-nous au tracé des départements. Le découpage des départements au Cameroun est lui-même ethnique. Mais à ce niveau-ci, il cesse d'être ethnique et prend une connotation communautaire. J'explique. Vous avez des départements mono-ethniques. Même si l'autre jour, ceux qui ont vu mon débat avec Mathias, il dit que ce que je dis est faux. Et il prend en plus l'exemple de mon propre département, qui est celui de Nyongue. Et il me sort un peuple que je connais très bien. Il dit que le peuple là n'est pas massage. Je dis non. Bon, ben, c'est un autre débat. Mais si vous prenez mon Nyongue et les Natal, c'est un département mono-ethnique. En fait, on aurait pu l'appeler département Bassa. Comme on appelle la ville de Douala, Douala, que personne n'en serait mort. Mais il y a aussi des départements pluri-ethniques, comme le cas, justement, du Mayo Sava. Et quand je vous dis là qu'il y a Oudene, Mandara, Mada, Matal, ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire, le nom de l'ethnie désigne en fait le nom de la langue. Il ne faut jamais oublier, en fait. Ce que nous appelons ethnie, c'est des langues. Mais ceux qui ont découpé les départements au Cameroun, et il faut leur rendre hommage, pour moi, étaient d'une sagesse insoupçonnée. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont mis les gens ensemble. Quand vous regardez bien, les ethnies qui se sont retrouvées dans les départements, il y a des affinités. Au-delà de la langue, qui en apparence les sépare. Et il a fallu que je fasse le tour du Cameroun pour m'en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que les États et les Manguissa, qui sont donc dans le département de la Ligue, c'est deux langues, avec des nuances. Mais au fond, tout le reste les lie. Vous prenez le cas de la Sanaga maritime, où vous avez les Bassa qui sont Babimbi, vous avez les Bissors, vous avez les Bissors, vous avez les Malimba, les Bati. Non, ça c'est autre chose. Quand vous les écoutez parler, si vous êtes Bassa, vous n'entendez rien. Mais ils vous disent toujours qu'ils sont frères. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui les lie. C'est la grotte. Ils vous disent tous qu'ils sortent du fameux Ngok, les Toubaba. Donc le découpage des départements n'était pas hasardeux. Et nous on dit, je vais finir par le fédéralisme, et nous on dit, enlevons les 10 régions qui portent par ailleurs les germes de la guerre et dont le tracé est de toute façon fantaisiste, et restons avec les départements. Et rebaptisons donc les départements régions. On en a 58.
Et nous disons, est-ce qu'on est obligé d'avoir 58 départements? Non. Mettons ensemble les départements voisins affinitaires. Et en cela, on n'invente pas la roue. On s'inspire de deux régions qui existent déjà. Prenez la région dite du centre. Elle a 10 départements. Si vous enlevez le Nyong et Télé, le Mbam et Inoubou, et le Mbam et Kim, les 7 autres départements sont Ewundu, Fundi, Moufoua, Moufoua, Nyong Moufoua, Nyong Eso, Malmayo. Ils ne sont, j'ai employé un mauvais terme, ils ne sont pas Ewundu, ils sont petits. Petit. Je note au passage que le mot petit ne désigne pas une langue. La langue petit n'existe pas. Le mot petit ne désigne qu'une communauté. Deuxième exemple, la région de l'Ouest. Elle a 8 départements. Quand vous enlevez le département du Noun, qui eux demandent d'ailleurs depuis au moins 20 ans leur région, et ils n'ont pas tort dans un certain sens, parce que le fondateur du royaume Bamoun s'appelait Charien, il était Tikar. Et les Tikar, vous les retrouvez dans 3 autres départements voisins que sont le Ndonga Mantou, au nord-ouest du Kouron, Mayo Bangyo, dans la Damawa, et Mbamekim, dans le centre. Et ils ont une enclave dans le Noun. On parle des Tikar, ils sont restés typiquement Tikar à Makba, plus précisément l'arrondissement de Makba. Quand vous enlevez dans le Noun, vous restez avec 7 autres départements. Le Ndé, le Honka, la Mifi, la Menoua, tout ce que vous voulez. Ces départements sont des départements bamileke. Je rappelle au passage que le mot bamileke ne désigne pas une langue. La langue bamileke n'existe pas. On désigne par bamileke des groupes ethniques affinitaires. Donc le mot bamileke ne désigne que la communauté. Et nous disons une chose qui est déjà faite dans la région du centre, une chose qui est déjà faite dans la région de l'ouest, peut être faite ailleurs. Qu'est-ce qui empêcherait donc qu'on mette ensemble le Mayo Kani et le Mayo Danaï? Le Mayo Kani et le Mayo Danaï, et tiens, ça me permet de parler du septentrion. C'est les Tupuri, c'est les Peul, c'est les Munda, c'est les Giziga, c'est les Massa. Les Peul en particulier sont arrivés dans la vague migratoire, on l'a appris à l'école de Ousmane Danfodio en 1804, l'Empire Sokoto. Ils sont établis dans tout le septentrion, de l'entrée de la Damawa à Garwaboulaye jusqu'à la sortie de l'extrême nord au Tchad, à Koussiri, dans le Logone et Chari. Ils sont déjà installés. À côté de ça, donc, comme je l'ai dit pour le Mayo Kani et le Mayo Danaï, vous avez les Tupuri, les Munda, les Giziga et les Massa. Si vous mélangez les deux départements-là en une région, il y aura un tremblement de terre. Puisque c'est déjà fait à l'ouest, est-ce que le fait qu'il y ait 7 départements bamileke dans une région, il y a eu la guerre? Est-ce que le fait qu'il y ait 7 départements petits dans une région, il y a eu la guerre? Pourquoi c'est quand on le ferait ailleurs qu'il y aurait donc subitement la guerre? Et nous disons dans ce mécanisme-là, nous n'aurons plus 58 régions. Au bout des regroupements communautaires, nous aurons plutôt une vingtaine, maximum une trentaine de régions. Maintenant, on engage donc, comment? On engage donc le chantier d'intégration nationale. Nous expliquons ça dans le livre. Et c'est donc là qu'intervient le mot fédéralisme.
Parce que le mot fédéralisme, je viens de parler de la communauté, de ce que nous entendons par communauté. J'espère que maintenant, on se comprend. Le mot fédéralisme, comme beaucoup de mots en français se terminant par isme, c'est d'abord des doctrines. Le capitalisme, le socialisme, le communisme, ce sont d'abord des doctrines. C'est-à-dire une philosophie d'organisation de l'État qu'on va maintenant appliquer selon les contextes. C'est pour ça que le libéralisme chinois n'est pas le libéralisme américain. C'est pour ça même que le fédéralisme américain n'est pas le fédéralisme libanais, qui est religieux. Le fédéralisme est d'abord une philosophie de l'État qui vise à construire de la cohésion dans un espace partagé par plusieurs singularités. Et c'est pour cela que beaucoup d'États stables occidentaux sont organisés sur le modèle fédéraliste, sans que cela nous soit dit. L'Espagne a 17 régions, construites sur un modèle communautaire. Chaque région en Espagne a son drapeau, sa langue. Pour ceux qui sont allés en Andalousie, ce n'est pas l'andalou qu'on apprend à l'école. En Catalogne, ce n'est pas le catalan qu'on apprend à l'école. En Galice, ce n'est pas le galicien qu'on apprend à l'école. Au Pays Basque au nord, ce n'est pas le basque qu'on apprend à l'école. Dans certaines de ces régions, même l'espagnol ne s'apprend qu'à partir du lycée. La Suisse, avec ses 26 cantons, n'est-il pas un pays organisé sous un modèle fédéraliste communautaire? Je peux vous faire une colle tout de suite, en vous demandant le nom du président suisse. Vous ne me le donnerez pas. Je vais même vous demander la dernière fois qu'il y a eu élection présidentielle en Suisse. Vous ne saurez pas, je sais. Parce que la Suisse n'a pas de président. C'est l'un des rares pays, si ce n'est le seul au monde, qui est dirigé par 7 individus. Ça s'appelle le Conseil fédéral. Et ils font une rotation. Il y a un président chaque année. L'année, si c'est toi le président, après c'est lui, après c'est lui, après c'est lui. En Suisse, quand vous quittez le canton de Genève pour aller dans le canton de je ne sais lequel, vous êtes suisse, je précise. Il y en a ici qui y sont allés. Quand vous changez de canton pour vous y installer durablement, on vous donne la carte confédérale, qui est une sorte de carte de séjour, alors que vous êtes suisse. Chacun de ces cantons a son modèle de vie, qui est communautaire, son drapeau, son hymne. D'ailleurs, en Suisse, parfois il y a un férié dans un canton et pas dans l'autre. En Afrique du Sud, là-bas c'est loin. Vous allez dire que pourquoi c'est encore l'Occident. Mais je vais vous dire pourquoi je prends l'Occident en exemple. L'Afrique du Sud est un pays qui a 9 provinces. Mon vice-président Axel Ebek, que voici, a parlé de ses études en France, mais il a également fait des études en Afrique du Sud, à Western Cape. La première chose qu'on lui a demandé d'apprendre, c'était l'afrikaans. Vous ne pouvez pas aller faire des études à Western Cape sans apprendre l'afrikaans, qui est la langue de la province de Western Cape, qui a pour capitale Cape Town. Allez dans le KwaZulu, KwaZulu Natal, quelque chose comme ça. Vous apprenez le Zulu. C'est des modèles qui existent. Et je continue à dire que ce sont les pays qui se sont construits en s'en souciant sur leur culture, leur identité, qui sont les plus prospères. Quand je prenais tout à l'heure l'exemple de l'Occident, ce n'était pas par hasard. Quand on a amené la démocratie, il n'y a pas un problème. Je dis même l'État en Afrique. On nous a dit que la monarchie n'était pas bien. Ok. L'Angleterre est monarchique, personne ne parle. La Belgique est monarchique, personne ne parle.
L'Espagne est monarchique, personne ne parle. Le Portugal est monarchique, personne ne parle. La Suède est monarchique, personne ne parle. La Norvège est monarchique, personne ne parle. Le Danemark est monarchique, personne ne parle. Vous pouvez continuer à citer, ces pays ont des rois. Il y a même des pays qui n'ont pas de roi, mais qui ont des présidents rois. L'Allemagne. On vient de passer 15 ans là, on ne parle que d'Angela Merkel. Les gens ne savent pas qu'il y a un président. Au Cameroun, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, c'est quand le président italien est venu en visite au Cameroun que les gens s'étonnaient que donc il y a un président en Italie. Parce qu'on ne nous parlait que du premier ministre Fabio Berlusconi. L'entourloupe, c'est quoi? C'est que la plupart des pays occidentaux ont conservé les autorités morales. Ces fameux rois sont des autorités morales. Quand ça dérangeait en Belgique, là, pendant 2-3 ans, ils n'arrivaient pas à faire un gouvernement. Qui a mis fin à ce désordre? C'est le roi. En Angleterre, quand ça commence à aller à volo, qui rétablit l'ordre? Curieusement, pourquoi le peuple bamileke est-il si prospère? N'est-ce pas par hasard? Parce qu'ils ont préservé le roi. C'est une question. Mais si on répondait par oui, est-ce que ça ne nourrirait pas la thèse selon laquelle les peuples qui ont su conserver leur identité, qui ont su préserver leur tradition et leur culture, est-ce que ça ne les prédispose pas à être plus prospères que d'autres? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et nous nous disons donc, un pays aussi diversifié que le Cameroun, l'erreur, et c'est ce que nous appelons le vice de fabrication, l'erreur commise au départ était de construire un État hors sol, qui ne prend pas racine sur ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire sa diversité. Quand vous avez fini de dire le Cameroun c'est une Afrique en miniature, et puis quoi? Et puis quoi? Pour le décor, quelle est l'exploitation qu'on en fait? Et nous nous disons donc, en levant les dirigeants qui nous créent les problèmes, convoquons la philosophie fédéraliste. Ça n'a donc rien à voir avec l'État fédéral de 61, qui moi me pose un gros problème. Parce que ce serait la préservation d'un héritage colonial, justement. Revenons à la communauté, apprenons à nous connaître. C'est ça le travail d'intégration nationale. Et je sors par là. Alain Kouedjou, ici, m'a accueilli par un mot. Akwaba. Un mot ivoirien, d'une langue ivoirienne. Ça veut dire que pour s'intégrer ici, il a appris Akwaba. Il y a un débat actuellement au Cameroun sur Samuel Eto'o. Il y a eu ce débat sur Richard Bona. Oh, ils ont changé de nationalité. Oh, pourquoi ils ont changé? C'était pour s'intégrer. L'intégration, c'est l'effort que tu fournis pour te faire accepter. C'est ça l'intégration. Donc, si vous voulez construire l'intégration dans une nation, vous apprenez les peuples à fournir l'effort de se faire accepter et vice-versa. C'est pour ça que j'ai aimé l'aveu d'Alain Kouedjou qui dit « J'ai grandi à Douala, j'ai passé 20 ans à Douala, je ne sais pas dire bienvenue. » C'est l'illustration d'une intégration ratée. Mais en fait, on ne lui a jamais appris en fait. On lui a dit que non, tout ça c'est rien. C'est le Cameroun. Vraiment, nous sommes le Cameroun. Tu es Camerounais. Douala là, c'est rien. Toi-même, Bangan, c'est rien. Bafang, c'est rien. Tout ça, c'est faux. On organise une hypocrisie qui est complètement folle. Parce que vous ne pouvez pas priver quelqu'un de ce qui fait sa fierté. Écoutez, si ce gars cesse d'être Bafang, il est quoi d'autre?
Mais dites à M. Daïrou de ne plus être mandara en voie. Comment vous pouvez construire un pays où vous dites à quelqu'un que mandara n'est rien? Il vous regarde. Il vous regarde seulement et vous parlez de quoi. Donc moi, ce que je suis n'est rien. Il vous regarde seulement, il passe. Il sait que c'est une blague. En fait, on construit un État qui blague tout le temps. En disant aux gens une chose que tout le monde sait qu'elle est fausse. Mais le danger de ça, c'est quoi? C'est que les gens se préparent autrement. Développent d'autres types de réflexes, de replis. Parce que quand vous n'apprenez pas aux gens à vivre ensemble, alors les gens apprennent à s'y pied. C'est pour ça que nous sommes élevés dans des clichés. Le Bassa est sorcier, le Wondo aime la bière, le Douala est banca, le Bamileke aime le terrain. Un tas de choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, nous sommes issus d'un pays où on ne nous a jamais appris à connaître l'autre. Dites-moi quelle est la matière que nous avons faite à l'école qui nous apprend les mythologies des autres, l'histoire des autres, les migrations des autres, les identités des autres, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux d'entre nous qui avons épousé les femmes d'autres, et d'ailleurs, quand même c'est dans la même ethnie, en quoi consiste le mariage coutumier chez nous? N'est-ce pas un test d'intégration? Toutes les amendes que tu payes sont des sanctions qui te sont infligées parce que tu as raté le test d'intégration. Parce qu'on va te faire 2 ou 3 petits pièges. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, quand ils vont épouser des femmes, prennent la précaution de mettre dans leur délégation des gens originaires du village ou de la famille de la femme qu'ils vont épouser. Pourquoi? Parce qu'il va leur souffler à l'oreille que ça c'est un piège, ça il faut faire comme ça. En fait, la tradition vise à s'assurer que vous n'épousez pas qu'une femme, mais vous épousez aussi ce qui fait son identité. C'est notre quotidien. C'est pour ça que M. Hébé disait qu'en fait, ce livre essaye juste de rationaliser notre quotidien. Il y a un professeur d'université qui, l'ayant lu, a écrit hier sur Facebook que Cabral dit trompe les gens. Il a fait du recyclage, comme il a fait en 2017, en reprenant une chose qui était couchée devant tout le monde. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Aussi banale était la chose. Elle m'a conduit à l'élection présidentielle. Et cette idée, comme quelqu'un disait, va finir par traverser les 3 étapes. La première, c'est le ridicule. La deuxième, c'est la peur. Et elle finira par être une évidence. Ce livre ne parle pas de repli. Ce livre parle de dépli. Le contraire de repli. Ce livre dit, l'État doit être, pour que l'État du Cameroun soit puissant et prospère, il doit être le réceptacle de ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire sa pluralité. L'État du Cameroun a une identité, c'est sa pluralité. Et tant que cet État n'exploitera pas sa pluralité, et exploitera plutôt les divisions, parce que les mêmes qui critiquent, et m'affectent ce que je n'ai pas dit, sont ceux qui appliquent la division, qui ignorent ici qu'au Cameroun, les ministères sont ethniques. Ben oui, moi je peux vous les citer. Le ministère des Affaires sociales, c'est le ministère des femmes Bassa. Du même village d'ailleurs. On enlève celle-ci, on prend ça. On enlève, on prend ça. Ça le ministère des Bamois, tout le monde sait. Pendant longtemps, l'éducation nationale, c'était pour les Bassa. C'est parti de Ngambo, Ngambo, Mboul. Papes. Après, on a dit, bon, l'éducation, c'est bon. Comme il y a la guerre, on donne ça aux anglophones. Vous prenez les transports. Et vous allez voir, si un gars quitte au transport, on va chercher un gars d'été à homme. Et c'est les mêmes qui vous disent tous les jours, bon, l'intégration est montée, c'est descendu, oh, vraiment, c'est la guerre. On trompe ceux qui veulent être distraits. Nous, on ne parle absolument pas de ça, on est dans toute autre chose. Je viens de parler là pendant une vingtaine de minutes, j'ai insulté quelqu'un. J'ai même cité les noms et seulement des gens qui sont même morts. Parce que justement, quand on pense le Cameroun, on doit pouvoir se mettre au-dessus des choses qui nous distraient. Absolument.
Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, dans ce que je dis, la Paul Biya ne concernait nulle part. C'est-à-dire que je le cite à la fin dans l'épilogue, comme je cite Amadou Ahidjo, et je dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Leur temps est passé. Place à la nouvelle génération de faire sa part. Et je clôt mon propos par cette fable amérindienne qui est à la page 15 ou 20. J'aime toujours la raconter. L'histoire de l'incendie de forêt, où la forêt est embrasée par un grand incendie. Tous les animaux sont en débandade totale. Et le petit colibri, avec son petit bec, localise une petite mare d'eau, va prendre un peu d'eau, verser sur le feu. Prend un peu d'eau, verser sur le feu. Une panthère passant par là, regarde le colibri et lui dit vraiment, tu n'as vraiment rien à faire. Tu penses vraiment que c'est avec ton petit bec que tu vas éteindre le feu alors que nous autres on est en train de fuir. Il lui dit passe ta route, je sais, mais je fais ma part. Merci beaucoup. Avant de continuer, je vais ajouter que le président de la République du Cameroun a dit à chaque époque son combat et à chaque combat son leader. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle offre. Cabral Libye a expliqué son idéologie du fédéralisme communautaire pour le Cameroun. Et pour ceux qui ont compris sa fable, certains vont rire, certains vont dire ah. En tout cas, il fait sa part. Maintenant, on vous donne la parole, chers Camerounais, chers Ivoiriens, parce que quand on parle de communauté, on en trouve partout en Afrique. Donc, vos préoccupations, vos questions, il est disponible et disposé à vous répondre. Bon, on va prendre une série de 3 questions par... Voilà, on va commencer par cette rangée. Vous présentez... Bonsoir à tous. Je me nomme Dr Guipier, je suis ivoirien. Alors, ce matin, j'ai reçu un message WhatsApp de la part du président aux allures d'invitation, puisque c'était cette carte qui y figurait. Et j'étais très surpris, puisque je ne me connectais pas ces jours-ci sur les réseaux sociaux, donc je n'avais pas l'information qu'il était en terre ivoirienne. Je me définis, permettez-moi d'évoquer quelques mots, comme le plus, ou du moins un des plus camerounais des Ivoiriens, ayant eu, lorsque j'étais étudiant en France, quasiment que des amis camerounais, fêtant les fêtes camerounaises et ayant été à 2 reprises au Cameroun. Donc j'ai un attachement particulier pour le Cameroun. Et président, j'aimerais dire ceci. Nous autres, je ne dirais pas jeunes parce qu'on commence à être des quadras, parce que j'ai le même âge que vous. En tout cas, vous êtes un des ténors. On a traversé. Voilà. Vous êtes un ténor de la politique africaine. Je ne sais pas s'il y a une convergence de vues ou bien d'idéologie. Avec Ousmane Sonko, avec Succès Masra qui était ici il y a peu, vous formez une sorte de triumvirat. Et en tant que scientifique, puisque je suis docteur en sciences politiques, j'ai un projet d'article. Je pense que en tout cas en temps important, je vous contacterai. Je suis fier de voir le fédéralisme communautaire. C'est une approche par le bas qui, en lieu et place de considérer les États importés qu'on nous a octroyés, nous permet de réifier les choses pour lesquelles nous avons honte, à savoir les ethnies. Je suis enseignant à l'école de guerre de Zambako, de Yamoussoukro, n'ayez pas peur du mot. Il s'agit justement de connaître la guerre pour l'éviter. Je forme des officiers supérieurs depuis 3 ans. Des Camerounais depuis 2 ans, puisqu'ils sont inclus dans le programme maintenant. Et j'ai toujours pour approche de dédramatiser la notion d'ethnie qui nous fait peur. Président, avec votre autorisation, en quelques minutes, lorsqu'on doit convoquer l'histoire de l'Égypte antique et de savoir comment les Égyptiens d'Antiquité, non, je ne dirai pas, ne vous inquiétez pas, c'est en quelques secondes. Comment est-ce qu'on dit le dieu primordial s'appelle en Égypte antique, il s'appelle Amon. Ça nous donne 2 mots pour former un radical M et N qui peuvent être permutés pour donner N et M. Comment est-ce qu'on dit Dieu chez les Rwandais? Imana. Comment est-ce qu'on dit Dieu en Côte d'Ivoire chez les Baoulés? Nyambé. Donc c'est le N et N. Comment est-ce qu'on dit Dieu en Bassa? Nyambé.
Comment est-ce qu'on dit Dieu en lingala Nzambe? Donc vous voyez un peu la proximité que nous avons. Nous avons été divisés, plus divisés par la colonisation que nous le pensons, et je suis fier. Je n'ai pas lu ce livre, je vais m'empresser de le faire. Je vous ai envoyé un message, mais je sais que vous êtes très occupés. Je suis moi-même très occupé puisque je suis dans l'organisation du mariage de ma petite sœur, mais je ne pouvais pas manquer cette étape. Alors, Président, permettez-moi, après cette petite intervention, de prendre une photo avec vous et de prendre ma dédicace pour courir là où je dois être aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai levé la main en premier. Parce que je connais mes parents camerounais qui ont commencé. Il vous a gardé la pique pour la fin. Vous tolérez que je fasse rapidement. Merci. Ah oui, donc je peux me mettre là. Le prénom Eddie, E2DIE. Ah, vous voulez en prendre encore? Vous êtes gentil, merci. C'est chez qui? Ok. Docteur Guépi dit, avec mes sincères amitiés, ma profonde gratitude pour l'intérêt porté à cette ouvrage. Merci. Et à vous et à votre combat aussi. Des droits, Axel, Alain. Merci beaucoup. Ok. Merci et bonne conférence. Bonsoir à tous. Alors, honorable Cabrali, en 2018, j'ai voté pour. Je m'appelle Eyaïté Kambi, 8 millions par an. Je suis né à Douala. J'ai vécu en Dokoti, à côté de la Saint-Caltès. Bonsoir, grand frère. C'est un hasard. Quand on disait à Ouafou, je ne savais pas que c'était un de mes grands frères. Et je suis très content par rapport à ça. Je passerai vous voir. Super. En 2018, je me suis retrouvé devant l'une, chose que je n'avais jamais faite. Et j'étais devant un choix, pour vous dire vrai, quand j'ai vu tous les candidats, j'ai pris le carnet de Paul Biya et j'ai pris le carnet de Cabral. Cabral, pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de tapage, de jeunes garçons et tout ça, la jeunesse. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je veux voter ces nouvelles personnes qui nous vont rien apporter au Cameroun? Je vais voter le vieux. Ça ne sert à rien la dernière. Après, quelque chose m'a dit, est-ce que tu veux changer quelque chose pour le Cameroun? Est-ce que tu veux donner l'opportunité à quelqu'un d'apporter des choses nouvelles? J'ai pris quelqu'un que je ne connaissais pas. Après Libye, j'ai mis dans. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est grâce à moi que vous étiez conduits. Merci. D'accord. J'ai vécu chez les Bassa. J'ai voulu me marier à une femme. Tchan. J'ai voulu me marier à une femme Tchan. Je n'ai pas pu. Je suis marié aujourd'hui chez les Bamois. Je vis à Côte d'Ivoire. Vous venez de faire la présentation de votre livre.
honnêtement, moi j'ai été rassasié. Je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui sont intéressantes dans ce livre, tellement vous l'aviez décrit? Et ça me donne envie d'aller le chercher. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que cette idéologie, c'est cette idéologie que vous partagiez avant? Parce que je vous ai dit, je ne vous connaissais pas. Lorsque vous alliez en 2018 vous présenter à l'élection présidentielle. Merci. Une autre personne? Une autre question avant qu'on le... Oui. Ok. Ici, on finit avec la rangée là. Monsieur Moukouri, vous allez bien? Bonsoir, Jacques Guimé Yango. Droit au but. Jacques, je vis en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Merci pour votre offre. Moi, j'ai une question et une proposition. La question, vous avez également expliqué les fondements du fédéralisme communautaire. Maintenant, moi, je me demande si dans votre livre, si vous pouvez le faire brièvement, au-delà des aspects strictement communautaires, quand vous dites supprimer les régions, remplacer par les départements, au-delà des aspects strictement communautaires, au sein des départements, est-ce que vous avez étudié, évalué les risques ou les opportunités, notamment économiques, lorsqu'on reprend donc ces départements? Parce qu'il n'est pas juste question conceptuellement d'enlever la région, mais une fois qu'on va refaire ces 50 et combien de départements et qu'on va revenir à une trentaine, comme vous l'avez dit, il va se poser certaines questions. Est-ce que vous vous êtes posé ces questions qui vont au-delà des aspects communautaires pour parler d'un certain équilibre finalement qui va régner? Parce que moi je suis homme d'affaires, j'ai cette vision aussi économique qui pour moi est primordiale. Ça c'est ma question. Il y en a beaucoup, mais il faut choisir pour le temps et pour les autres. Maintenant la proposition est malheureusement, je vais m'en excuser, proposer quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est pas toujours bien. Mais quand moi j'ai vu fédéralisme communautaire, la première chose, c'est que ça m'a rappelé quelque chose qui a échoué, juste par la forme. Et ça m'a énervé en fait. Parce que j'ai pensé libéralisme communautaire, qui pour moi me rappelle l'échec. Et j'ai dit, je n'aime pas. Et lorsque vous avez évoqué tout à l'heure votre discussion avec le professeur, et il a comparé les deux concepts, prudence versus providence. Je ne veux même pas qu'on en arrive là. Vous avez ici pris pour exemple d'autres fédéralismes dans le monde. Et partout on a vu que ce sont des fédéralismes qui sont plutôt communautaires. Donc en parlant de proposition, je me serais attendu à peut-être fédéralisme camerounais tout simplement, pour être réellement dans ce que vous proposez. Donc c'est cela. Et pour sortir, parce que je ne peux pas sortir sans faire ce petit bonus, la base de réflexion de votre livre, c'était dialogue national, c'était crise anglophone. Une fois de plus, proposition peut-être. N'aurait-il pas fallu commencer par une version en anglais pour justement étonner les gens? Merci. Alors, je commence par la dernière question. Non, Joseph, vas-y. Oui, Joseph Moukouri. Je veux vraiment aller droit au but. Je m'appelle Mbounou Moukouri Joseph. Mbounou Moukouri Joseph. Mon père est Douala, ma mère est Bamileke, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai une ancienne relation qui est camerounaise, mais puis j'ai une relation qui est ivoirienne. Ce que je n'ai pas ressenti, c'est qu'aujourd'hui, je vis une sorte d'enfant d'ici et d'ailleurs. Quand je suis chez mon père, je suis Bamileke. Quand je suis chez ma mère, je suis Douala. Quand je suis au Cameroun, je suis considéré comme un Ivoirien. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis considéré comme un Camerounais. Ce que je n'ai pas ressenti dans le fond, c'est comment est-ce qu'on sort de là. Comment est-ce que le combat, ou bien le projet de société sort des mentalités du fait qu'un enfant de l'Afrique, un enfant d'une région, c'est un enfant d'une région, quel que soit l'issue de ces deux parts. C'est ça ma question. Comment est-ce que ton projet de société nous sort de cette stigmatisation de l'enfant qui vient d'ailleurs et non de l'enfant qui vient de chez nous, de par le parentage? Merci. Ok. Alors, je vais aller vite.
Monsieur Iyango, on ne le dit pas suffisamment, mais cet ouvrage est en français et en anglais. On ne le dit pas suffisamment. Ici, c'est le community fédéralisme. Et là, c'est le fédéralisme communautaire. Et c'est 200 pages, chaque version. C'est ça qui fait le petit volume de 400. C'est vrai, on ne le dit pas suffisamment. Hein? Alors, au-delà des aspects communautaires, oui. Tout ce qui a cristallisé le débat, ce n'est que la première partie du premier chapitre. Parce que l'ouvrage a 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est la justification du fédéralisme communautaire. Et la première partie du premier chapitre, c'est le fondement du fédéralisme communautaire. La deuxième partie, quand vous allez la découvrir, est intitulée La physionomie organique du fédéralisme communautaire, 2 points, la décentralisation aboutit. Et nous démontrons dans le livre comment la décentralisation aboutit est la clé du développement du Cameroun. Alors, sur ce, vous avez suivi le débat avec Onan Guinée, donc vous vous êtes édifié. Pour les autres, c'est important de partager là-dessus. L'État, c'est 3 choses. Pour ceux qui ont fait des études de droit, c'est une population, c'est un territoire et c'est le pouvoir. Voilà comment on définit l'État. Au Cameroun, il y a une décentralisation en trompe-l'œil qui a décentralisé le territoire. Un des éléments de l'État. Le territoire. Nord-ouest, sud-ouest, tout ce que vous voulez. Il y a une décentralisation du pouvoir. Les préfets, les sous-préfets, tout ce que vous voulez. Et même la décentralisation technique avec les entreprises sous tutelle, comme les universités. Mais il n'y a jamais eu décentralisation de 3e élément, qui est la décentralisation du peuple. La population. Permettre aux populations de se prendre en charge. Et c'est là la clé, parce que si vous voulez faire la décentralisation de la population au Cameroun, vous êtes obligé de travailler sur la base communautaire. Et le jour où vous donnerez aux communautés la possibilité de se prendre en charge, comme c'est le cas en Afrique du Sud, je vous l'ai dit, en Espagne ou en Suisse ou ailleurs, vous verrez comment le Cameroun va décoller. D'ailleurs, l'Espagne, j'aime bien ce cas, a même atteint un niveau où les régions sont en compétition. Il y a même un prix annuel en Espagne de la meilleure région. L'aspect économique, il est là. Parce que l'aspect économique est fondé sur la spécificité. Vous ne pouvez bâtir l'économie que sur ce que Dieu vous a donné. Je reviens toujours à Dieu, comme de Dieu. Je reviens toujours à là, parce que en fait, si Dieu vous a donné à la base une terre fertile, si Dieu à la base a fait de vous des éleveurs, si Dieu vous a donné la technique de la pharmacie, mais c'est de là que ça part. Maintenant, l'État, c'est le 2e chapitre. Instrument du fédéralisme communautaire, l'État. L'État propriétariste, que Mathias n'a pas bien compris dans le débat, qui s'inspire de Lee Kuan Yew, fondateur de Singapour, qui dit il faut que dans un pays, chaque citoyen ait le sentiment qu'il est propriétaire d'une part de l'État. Au Cameroun, vous avez le syndrome de l'État absent. C'est très facile à démontrer. On est 24 millions d'habitants, l'État n'emploie que 300 000 personnes. C'est normal que l'État soit absent. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous cherchez désespérément l'État, vous ne le voyez jamais. On ne voit l'État que par la police et la gendarmerie. Mais une fois que vous avez traversé les deux, là, quand vous cherchez l'État médecin, il est absent. Vous cherchez l'État enseignant, il est absent. L'État conseiller, il est absent. L'État formateur, il est absent. Décentralisons et on règle ce problème. L'État régulateur et surtout le nouvel État-nation. La niche économique qu'il y a dans ce que tout le monde appelle les industries culturelles. La diversité du Cameroun seule, du point de vue touristique, culturel, peut nous permettre de nous développer en laissant le pétrole et l'or et le diamant. Mais il faut en prendre conscience.
pour travailler à le vendre, à en faire un produit marchand et à l'exporter. Mais vous ne pouvez pas le faire mieux que quelqu'un, celui qui est dedans, celui qui maîtrise sa chose. Actuellement, pourquoi la décentralisation a des problèmes? Parce que le pouvoir n'ose pas se dessaisir du pouvoir, justement. On dit que vous avez des maires, des présidents de région. Vous savez que le président de région, c'est la blague. Regardez bien. On fait qu'au Cameroun, il y a un nombre équivalent de sous-préfectures aux communes. Un nombre équivalent au Cameroun. Dès qu'il y a une commune, il y a une sous-préfecture. Il y a une commune, il y a une sous-préfecture. C'est fait exprès. Il y a un nombre de présidents de région qui correspond au nombre de gouverneurs. D'ailleurs, ce sont les gouverneurs qui ont installé les présidents de région. On les fait marcher ensemble pour que l'un tienne bien l'autre en respect. La France a combien de communes? Allez sur Google. Puisqu'on dit que notre décentralisation est inspirée du modèle jacobin français. La France a plus de 30 000 communes. D'ailleurs, en France, il n'y a pas de village. Ce que nous, on appelle village, c'est ça qu'eux, ils appellent commune. Ils ont atteint un niveau, maintenant, ils estiment qu'il y en a trop. Il faut réduire. Le modèle dont nous nous inspirons a décentralisé jusqu'au village. Regardez ce qu'on a fait des autorités morales qu'on appelle les chefs traditionnels. On a pondu un texte en 1977 qui les auxiliarise à l'administration. Au lieu de faire de la chefferie l'autorité morale qui tient tout le monde en respect, devant laquelle tout le monde s'incline, on l'a mélangé à l'administration et on l'a dépouillé de son autorité. Ils se battent pour acheter les décrets. On a même mis dans le code électoral une chose qu'on appelle l'ordre traditionnel. Il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit ce que c'est que l'ordre traditionnel. Pourtant, la richesse camerounaise est dans sa tradition. Ces choses-là, bref, il y a une partie, il y a même une deuxième édition sur laquelle on travaille déjà. Donc rassurez-vous, mais en toute humilité, on n'a pas la prétention d'avoir, j'ai aimé le propos de Axel, on n'a pas une solution miracle. Et d'ailleurs, tous les retours que nous avons des gens qui disent, nous avons commencé à les intégrer parce que c'est des sujets qui engagent tous les Camerounais. Par exemple, quand on travaille sur le découpage, on a fait de grosses bêtises par endroit. Et souvent les gens nous appellent, ils disent arrêtez votre histoire que vous racontez là, c'est pas comme ça, et ainsi de suite. Mais on leur dit, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources documentaires. Je suis allé au Cerdotola, qui est le seul endroit où on trouve ce genre de documents. Mais il y a très peu de recherches sur ces questions, sur notre identité, sur qui nous sommes. Donc nous sommes ouverts à vos propositions. Alors la stigmatisation, monsieur Ngounou Moukouri, c'est un déficit d'intégration. C'est ce que je dis. Moi, j'aimerais que vous disiez ça à la télé, non? Parce que quand je dis que le livre vient résoudre un problème, on dit que c'est moi qui viens créer le problème. Maintenant, la stigmatisation dont vous souffrez, c'est le livre qui a amené. Puisqu'on dit que c'est ça que mon livre crée. Mais, sauf que vous venez de prendre la parole et vous dites que quand vous allez chez votre mère, on vous envoie chez votre père. Quand vous allez chez votre père, on vous envoie chez votre mère. Vous ne savez même pas à quel point ce que vous dites là. Nous, quand on fait des listes au municipal et au législatif, vous voyez des gens qui marchaient ensemble le matin, midi et soir. Du jour au lendemain, il dit que toi, tu sais que tu n'es pas d'ici. C'est ta mère qui est ici. Ton père, toi-même, tu sais que ton vrai père. Et on perd des élections pour des choses comme ça. Mon Ezeka natal, j'ai mis un jeune maire qui est combattu, il a même eu son propre conseil à siéger pour l'enlever. Vous savez pourquoi? Pour la seule et unique raison qu'on dit que son père n'est pas des écoles. Pourtant, ils ont battu campagne ensemble. Quand il a fallu désigner le maire, tout le monde me dit non, pas lui. C'est sa mère qui est ici. Mais son vrai père. Je dis comment ça, le gars, s'il là, ils ont dit non, c'est pas comme ça. Un enfant d'ailleurs ne peut pas. J'ai forcé. La suite est connue. Mais, voilà la réalité du Cameroun. Est-ce que les gens ont été éduqués à s'aimer? On passe le temps à s'épier. Vous êtes à l'étranger, vous faites tous les jours les réunions de vos ethnies. Tout le monde sait que voilà, la réunion des Bafang là-bas. Les Bassas se réunissent là-bas.
Il y a le bas de Douala, c'est là-bas. Tout le monde sait ça. Vous faites semblant. Quand le livre sort, oh non, le tribalisme. Alors qu'au quotidien, les gens ne vivent que le tribalisme. Nous, on a dit, embrassons ce problème-là. C'est-à-dire que arrêtons de tourner en rond, embrassons le problème et puis ensemble trouvons la solution. Parce que si on ne le fait pas, la prochaine guerre du Cameroun, vous connaissez le débat qu'il y a au Cameroun sur le foncier, organisé par l'État. L'État a créé une chose qu'on appelle le domaine national. Qui vous dit que Moukouri, parce qu'on a beau vous rejeter, au Cameroun, la lignée, elle est soit patriarcale, soit matriarcale. La plupart du temps, ton village, c'est le village de ton père. Et on vous dit que vos terrains, que vos aïeux ont laissés à votre arrière-grand-père, qui a laissé à votre grand-père, qui a laissé à votre père, on vous dit que le terrain là ne vous appartient pas. Ça appartient donc à l'État. Et il a donné un nom à ça, il l'appelle domaine national. Un matin, donc, lui, il peut décider de donner ça en concession, même à un Chinois. Et vous vous levez un matin, vous ouvrez votre porte, vous trouvez un Chinois avec un papier qui vous dit qu'il faut que vous partiez. Parce que désormais, la terre lui appartient. Vous vous retournez, vous regardez les tombes de vos parents. Vous dites que comment ça? On dit que non. On va vous dédommager pour l'endroit où votre tombe de votre père. Qu'est-ce qui vous reste, monsieur, si ce n'est de prendre la machette? Parce que si vous êtes dépouillé de ça, vous devenez quoi? Vous allez où? Et je dis, donnez le titre foncier, mais ça je le dis depuis 2018. Donnez le titre foncier gratuitement. Pourquoi je le dis? Je n'invente pas la roue. Pour ceux qui ont fait des études de droit, on vous apprend les sources du droit, le traité, la loi, la jurisprudence, les grands principes généraux. Et, M. Daïro, on a été assis ensemble, la coutume. Pourquoi la coutume, on nous l'apprend à l'école? Est source de droit. Pourquoi la coutume ne serait pas source de droit de propriété foncière? Tout ça, c'est parce qu'on a fait un État hors sol qui ne tient pas compte. Ce n'est pas étonnant. Hein? Et quand on ouvre ce débat, n'accusons pas ceux qui sont au pouvoir. Parce que cet État qui a été mis en place, et Mathias en discutait l'autre jour, le fameux État de Westphalie, c'est un État qui a été pensé. Et ceux qui l'ont amené pour qu'ils servent leurs propres intérêts, pas les intérêts des peuples africains. Eux-mêmes aujourd'hui nous disent même, vous-même réveillez-vous, c'est bon, on vous a fait ça depuis longtemps, réveillez-vous. Nous-mêmes, nous sommes les premiers à leur dire qu'on ne se réveille pas. C'est une autre forme de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que le vôtre bourreau vous dit, vous êtes libre. C'est comme le débat du CFA. Tout le monde vous dit que non, c'est la France qui bloque le CFA. C'est la France. Le même qui vous dit ça, quand il va à la télé, il dit que non, nous sommes un État souverain. On dit que, mais comment tu peux dire que c'est un État, tu es un État souverain? Et derrière, tu accuses un autre État souverain de t'empêcher. Après, non, c'est la France qui nous divise. Non, quand on se met à ça, je dis, mais si vous savez que la France vous divise, ça veut dire que vous connaissez désormais votre faiblesse. Réunissez-vous donc à l'insu de la France. Chacun, ils vont inventer des stratagèmes, et c'est pour ça que moi, on m'a traité d'ailleurs à un moment de pion français, parce que j'ai dit que vraiment, à nos âges ici, on ne peut plus continuer à accuser quelqu'un, alors qu'on sait ce qu'on doit faire pour être émancipé et affranchi. La clé, c'est nous-mêmes. Est-ce que cette idéologie, en toute honnêteté, si je l'avais en 2018, vous le sauriez. J'étais ici en 2017 et en 2018, je l'aurais défendu. J'ai été honnête et je vous ai dit que cette idée nous est née quand nous allions au grand dialogue national. Et c'est pour ça que je commence l'ouvrage en disant, je rends grâce à Dieu pour cette vision qu'il m'a donnée. Et je dis cette phrase en plusieurs autres langues, à une vingtaine de langues nationales, que ce soit dans la version française, dans la version anglaise. Parce que nous sommes convaincus, nous qui avons travaillé sur cette affaire, que ça va prendre du temps pour qu'on explique, pour qu'on convainque. Mais nous sommes fondamentalement convaincus qu'il y a dans cette idée quelque chose d'émancipateur. Peut-être que ça n'a pas encore la forme accomplie, mais ensemble, nous y arrivons. Merci. Merci, Président. Il faut donner le micro au monsieur de derrière.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis Simon Dessenou, journaliste à l'agence citoyenne de presse. Si j'ai bien compris, le concept, c'est le concept le fédéralisme communautaire. C'est un concept que vous proposez pour l'unité du Cameroun, notamment la partie anglaise et la partie francophone. Concrètement, qu'est-ce que cela en fait l'unité, le fédéralisme communautaire? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La dernière fois où je vous ai vu, vous étiez candidat. Et aujourd'hui, on reçoit l'honorable. Donc, mes félicitations d'abord pour cette expérience. Merci. Moi, je m'appelle John Condé, John Condé. Pas vraiment d'habitude. Je suis là. J'ai deux questions et deux contributions. La question, c'est que quelqu'un qui arrive, il faudrait peut-être qu'on, je m'y mette là aussi, qu'on mette l'agenda en place. Parce qu'on a deux préoccupations. On a la guerre en zone et on a un président de la République qui est vieillissant. Avec tout ce que ça comporte, les gens commencent à gesticuler. Donc il faudrait peut-être pour la fédération communautaire commencer à préparer l'agenda. Donc en plus de la pédagogie, mettre l'agenda en place. Donc si vous pouvez y travailler. Et ma contribution, c'est au niveau de la décentralisation. En fait, même la France est une fédération communautaire. On ne peut pas être viticulteur ni agriculteur en France. Il faut être du pays de la Loire pour travailler dans la Loire. Il faut être dans la région Rhône-Alpes. C'est des régions qui ont un parlement, qui ont un président de conseil qui dirige complètement sa région. Donc la préoccupation qu'il y a au Cameroun sur le devenir des régions ou la décentralisation n'existe. Même en France, c'est des pays. Quelqu'un qui est dans le Bordelais n'a rien à voir avec le Corse. Le Corse n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans les Pyrénées. Chacun est dans sa région. Et la dernière question, c'est sur la chute de votre débat avec le professeur Mathias. Vous avez pris ça pour une boutade. Quand il a dit que toutes les communautés ne seront pas prêtes au même moment pour rentrer dans le jeu du fédéralisme communautaire. Parce qu'il y a des concurrents, il y a des gens plus gentils. Donc, dans ces communautés qu'on va créer, il faudrait très vite, et c'est pour ça que je travaille l'agenda. Est-ce que vous pensez qu'on peut rapidement, avant 2025, préparer le fédéralisme communautaire? Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur Willy Andjeu. Monsieur Willy Andjeu. Willy Andjeu. Andjeu. Camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore lu le livre. J'ai suivi votre présentation très bien. Déjà, félicitations pour la production scientifique, même si certains peuvent faire des recyclages, il faut s'asseoir pour faire des recyclages. Ce que je. Par contre, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous ne pensez pas, avec votre proposition en réalité, devrait avoir plutôt une lecture au niveau du Parlement? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous proposez, le retard que nous avons, que ce soit avec la décentralisation, avec tout ce que nous avons au Cameroun, c'est plus le problème de l'implémentation que le problème du texte en lui-même. Vous êtes juriste, je suis aussi. Vous savez que vous pouvez avoir le meilleur texte du monde, s'il n'est pas appliqué, c'est raté. Je prends un exemple, le Grand Dialogue National a accouché du statut spécial, qui était déjà d'une façon ou d'une autre prévu par la Constitution. La décentralisation dont on parle aujourd'hui est prévue depuis 1996, mais n'a jamais avancé. Est-ce que si ces textes-là que nous avons déjà au Cameroun avaient été appliqués comme il le faut, est-ce que vous pensez qu'on serait dans ce débat aujourd'hui? Ok. Est-ce que si le texte avait été appliqué, la dernière ça fait quoi?
faut venir donner la dernière question au révérend. Dieu le dort Camden, je suis évêque, docteur en théologie et en sociologie. Honorable Cabral, c'est un plaisir pour moi de vous voir aujourd'hui. Ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on ne s'est pas vu, d'autres aussi on s'est connus. Et aujourd'hui vous êtes honorable, vous êtes une autorité. Ça, félicitations. Merci. Félicitations pour l'apport dans le jeu politique au Cameroun. Je suis Camerounais, je vous le dis, je vis en Côte d'Ivoire pour des raisons assez particulières et je suis un homme de Dieu. Travailler dans mon homme, de mon côté, à changer les choses au niveau du Cameroun sur le plan religieux. Moi, j'ai 3 questions simples. Je vais vous parler. Je ne vous comprenais pas jusqu'à ce que j'ai lu ce livre. Et je vous ai écouté et je trouve le livre assez intéressant. Le projet est formidable. Moi, je l'apprécie bien. Je voudrais savoir, première question, pourquoi le fédéralisme, notre communauté, fait si peur? J'ai l'impression que, vous l'avez dit, je crois, dans vos propos, ça ressemble à un tribalisme, ça tourne vers les gens utilisent ça, vos adversaires utilisent cela comme étant le point de départ de tout un problème dans la guerre exactement au Cameroun. Donc, grâce de Dieu, je vous sais également chrétien, donc je veux avoir, et en quoi est-ce que ça peut être une bénédiction pour le fédéralisme communautaire pour votre projet de société? Et la dernière question, c'est, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis un certain temps, d'ailleurs, certaines personnes qui trouvaient en vous un opposant radical, votre entrée à l'Assemblée nationale, certains ont trouvé que vous jouez le jeu du parti au pouvoir, et j'aimerais savoir, depuis que vous êtes député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez apporté comme changement pour que si demain on vous place comme président de la République unie ou fédérale, ça dépend du mot que vous allez utiliser au Cameroun, que nous soyons sûrs que vous n'allez pas reproduire les mêmes choses au niveau de votre députation, si le terme est correct. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus, vous et votre parti politique? Voilà un peu les questions, je vous remercie encore. Il faut dire que je suis venu spécialement pour être là parce que l'avion a atterri aujourd'hui, je ne devais pas être là, donc je sors de l'aéroport juste pour venir ici. J'étais hors de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux répondre. Toi, je vais y aller rapidement. Simon, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Concrètement, pour sortir de la guerre, ce n'est pas un livre qui arrête la guerre. De tout temps, sur la planète Terre, les guerres se terminent par des accords de paix. Les guerres ne se terminent même pas par le dialogue. Parce que ceux qui disent souvent que le grand dialogue national aurait dû arrêter la guerre, je veux qu'on me dise là où le dialogue a arrêté la guerre. C'est ce par quoi le dialogue se solde, qui est généralement un accord de paix. Je l'ai dit l'autre jour dans un débat. Même la guerre contre Bakassi est finie par l'accord de Green Tree. Le Cameroun était en guerre contre le Nigeria sur la portion du territoire appelée Bakassi. Le Cameroun a eu gain de cause à la Cour internationale de justice. Mais ça n'a pas suffi. Il a encore fallu que les autorités camerounaises aillent négocier avec le Nigeria alors qu'ils avaient une décision de justice qui leur donnait raison. Donc ils ont trouvé un accord sur l'application de cette décision de justice qu'on appelle l'accord de Green Tree. S'il y a un pays qui le sait, c'est bien le Cameroun. Dois-je vous rappeler que l'État de Westphalie de 1648 est né d'un accord de paix après la guerre des 30 ans? Dois-je vous rappeler que la Première Guerre mondiale s'est terminée par un accord de paix? Dois-je vous rappeler que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par un accord de paix?
dois vous rappeler que la rébellion avec les FARC s'est terminée par un accord de paix. Mais pour qu'il y ait accord, il faut que les gens s'asseyent et lâchent chacun du lest. Ce que nous proposons est ce qu'il faut faire quand on aura trouvé l'accord de paix, pour que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. C'est pour ça que nous disons donc qu'il faut gommer ce qui porte les germes de la guerre, c'est-à-dire l'existence de deux blocs linguistiques importés, les uns parlant français et les autres parlant anglais, pour revenir à ce que nous étions. Dans l'ouvrage, vous verrez dans le deuxième chapitre, le discours, je l'ai repris in extenso, qui a été prononcé le 17 décembre 1952 par un leader politique bien connu, qui est Ruben Oumyobé, où il disait